Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Jeu de Paume. Comme vous le savez, aujourd'hui nous avons ouvert une nouvelle programmation d'exposition. Au premier étage, nous présentons le travail de Boujra Khalili. Au sous-sol, juste en face de cet auditorium, dans le cadre de la programmation satellite proposée par Agnès Violo, le travail de Daphné Le Sergent. Et au rez-de-chaussée, une exposition dédiée au travail de Gordon Matta Clark. C'est autour de cette exposition qu'on va essayer de discuter, qu'on va discuter ce soir avec vous tous. Donc voilà, nous avons souhaité commencer cette programmation des rencontres avec un panel de discussion autour du travail de Gordon Matta Clark, déjà pour profiter de la présence de deux commissaires de l'exposition, donc Jessamine Fiore et Sergio Bessa, qui ont eu la gentillesse de rester quelques jours de plus avec nous. Ainsi, on a invité deux spécialistes qui viennent de l'histoire de l'art, du champ de l'histoire de l'art, à se joindre à nous pour approfondir certains aspects du travail de Gordon Matta Clark. Et enfin, comme une des hypothèses aussi que je pense que les commissaires ils vont partager avec vous, est que le travail de Gordon Matta Clark, même s'il a été vraiment très court, c'était à peine une dizaine d'années qu'il réalise une grande quantité de travail, de recherches, de photographies, vidéos. Et il a quand même eu une influence, il a laissé une empreinte très importante dans une jeune génération d'artistes venant de différentes disciplines. Et ce soir, nous avons une artiste qui travaille l'installation, la sculpture et autour de l'image, donc Lara Almarcegui, qui va clore la discussion et avec qui on va discuter. Donc, je vais vous présenter rapidement la structure de la séance. C'est Sergio Bessa qui va ouvrir les tours de parole et qui va présenter un peu comment ces 5 années de recherche avec Jessamine. Ils ont servi pour construire l'exposition que nous présentons à l'étage. Ensuite, ça sera le tour de Jean-Aubert Martin, conservateur d'art contemporain, et au moment de la construction du Centre Pompidou, est très proche, je ne sais pas si j'utiliserai le mot ami, mais au moins un proche collaborateur de Gordon Matta Clark à l'époque, qui nous parlera justement du contexte de production de l'œuvre Conical Intersect. Corinne Disserand traitera du concept des tissus urbains dans les travaux de Matta Clark et de comment les pratiques des pensées qui étaient en jeu dans ses œuvres ont participé à l'élargissement de la notion de performance. Et Lara Almarcegui fera une présentation audiovisuelle d'une sélection de ses derniers travaux. Et enfin, Jessamine Fiore va rebondir sur certains aspects évoqués du travail de Gordon Matta Clark et poser probablement des questions aux intervenants. Nous aurons ensuite, bien entendu, un moment pour discuter avec vous tous et écouter vos questions, remarques. Je vais présenter très brièvement nos invités avant de passer la parole à Sergio. Jean-Aubert Martin, il est historien de l'art et commissaire d'exposition. Il fut le directeur de la Kunsthalle de Berne, du Musée national d'art moderne Centre Pompidou, du Musée national des arts d'Afrique et Océanie de Paris et du Museum Kunstpalast de Düsseldorf. Son intérêt pour les cultures non occidentales l'a conduit à concevoir des expositions décloisonnées en confrontant des œuvres de caractère hétérogène et à favoriser ainsi un renouvellement du regard. Parmi ses œuvres, Théâtre du Monde, au Mona Hobart et la Maison Rouge à Paris, Carambolage au Grand Palais très récemment, et il prépare actuellement une exposition transhistorique et transculturelle, The Ancients Stole All Our Great Ideas, qui aura lieu en 2021 au musée Pouchkine à Moscou. Corinne Disserand, critique d'art et commissaire d'exposition, fut curatrice à l'IVAM à Valencia et directrice des musées de Marseille, des musées des Beaux-Arts de Nantes et du Museion à Bolzano en Italie, ainsi que directrice de la Biennale de Taipei en 2016. En 1993, elle est la curatrice de l'exposition rétrospective de Gordon Matta Clark organisée par l'IVAM. Et c'est dans la continuité de ce travail qu'elle commence un programme de restauration des vidéos de l'artiste avec la collaboration de Jane Crawford, Bob Fiore et l'Estate Matta Clark. Lara Almarcegui est une artiste et enseignante espagnole qui habite à Rotterdam depuis un certain nombre d'années.
Ses œuvres sont montrées régulièrement dans des expositions internationales, au Casino de Luxembourg, à la Kunsthaus à Bâle, à la Maison des Cultures du Monde à Berlin, au Festival Newcastle, il y a quelques années au Credac à Ivry-sur-Seine et au Stedelijk Museum d'Amsterdam parmi plein d'autres. Elle a aussi représenté les pavillons espagnols lors de la 55e Biennale de Venise, où elle y présente Ruins, un immense tas de briques, éclats de verre, de bois, qui occupaient toutes les pièces. Ces matériaux sont présents selon l'exacte quantité de ceux qui ont été nécessaires pour construire le pavillon, qui est ainsi dédoublé en l'état de ruine, dans son sang. Et je finis par présenter nos deux commissaires, Sergio Bessa et le directeur des programmes curatoriaux et éducatifs du Bronx Museum à New York et enseignant à l'Université de Columbia de New York. Il est aussi traducteur et écrivain, j'ai trouvé. Il ne me dit pas non, donc je ne me suis pas trompée. Traducteur du portugais donc, et collectionneur. Jessamine Fiore est la commissaire indépendante et écrivaine et co-directrice de l'estate de Gordon Matta Clark. Elle fait aussi partie de l'équipe curatoriale de la galerie Rawson Projects à New York. Merci beaucoup à tous. On est de la part du Jeu des Paumes extrêmement content de vous avoir accueillis et plus que ça, de vous écouter parler de Gordon Matta Clark. Merci beaucoup et merci à vous tous. Okay. Good evening. It's a great pleasure and honor to be here. And first I wanted to say thank you, Martha Gilly, for bringing this exhibition to Paris. It's a has been a great dream of both myself and Jessamine since the beginning of the conceptualization of the exhibition. And also I want to thank all your staff, which is just amazing. We've been working since last week, and it has been a great working experience. So Martha Ponce, thank you so much. And also Elizabeth Galois, who's here, for everything that all of you have done for the success of this exhibition. I think it looks really good. So my introduction will be very short. I actually just want to engage our speakers today. I'm very excited to share this table with all of you. And I want to start by saying that the exhibition, the way that we planned, it was not a comprehensive overview of the work of Gordon Matta Clark. It was actually a very narrow focus. And this narrow focus starts in the Bronx and ends in Paris. And if there is let's say, a link between these things, this link is actually a whole. So the exhibition, and yesterday I was talking to Jean-Hubert about that. Jean-Hubert was asking why we did not include a very specific work by Gordon. And my response was that, well, this exhibition is mostly about wholes. And it sounds funny, but the way that Gordon saw these incisions, these holes that he was doing in buildings, had a very powerful resonance in many ways. From the moment that he begins to work in the Bronx in the 1970s, early in the 1970s, and then when he does that in other places in New York, and he ends in Paris in 75. And later on, he goes on to Belgium and Chicago and so forth. There is kind of a continuity between this practice of doing these incisions in these buildings. But we've very carefully chose the works for this exhibition because we wanted to highlight the fact that Gordon was attracted to these very problematic situations, these very problematic spaces. So he starts in the Bronx in 1972 at a time when the middle class population of the Bronx is actually moving out of the city because people did not feel safe in New York.
The Bronx, in the span of 10 years, became almost a ghost town. There were entire neighborhoods that had been abandoned, buildings abandoned, vandalized, set on fire, all sort of practice. And Gordon actually, he does not shy away from that. He goes to that neighborhood with a very specific goal in mind, which is to study that and to understand that in his own way. He was not a politician. He was not someone who came with the solutions, but he wanted to create some actions and engage people into thinking in the situation of American cities at the time. And very shortly after that, he does this major cut in one of the piers in New York, which again, it's a site that has so many connotations because it was an area that had been basically abandoned by the city. The city of New York lost its businesses to New Jersey. And then all of a sudden you had all these buildings abandoned and locked up. And he goes there and he decides to entirely transform this industrial structure into something that it looks almost like a religious space or something like that. And then in our selection, we end up coming to Paris, and he does the work in this very contested area, which is the area of Les Halles, which had been problematic since the government of de Gaulle, that they wanted to kind of redo a new tracing of the city and perhaps move some of the population from that area of the Marais to outside Paris and transform that district in a more cultural kind of hub. So if we look back and we see what happened to the Marais now, it seems that that plan really worked the way they wanted, right? The Marais is a very different place than it was back in the 70s. So that is to say that Gordon did these works that for some people seems amusing or seems esoteric or complicated, but actually he was, through these very simple gestures, he was actually putting his finger in something very political. So that's just my introduction to kind of bring the conversation to Paris. And I would love to hear from Jean-Hubert about his experience in working at the Beaubourg at the time and working in collaboration with Gordon. And I just heard from you that he actually had a different plan for his participation in the Paris Biennial in '75. J'ai rencontré Gordon Matta Clark par un détour assez inattendu. En 1971, j'ai fait mon premier voyage à New York dans le cadre déjà de la préfiguration du Centre Beaubourg. Il s'appelait encore Centre Beaubourg à cette époque-là. Et on rencontrait les jeunes artistes de ma génération, en particulier dans les vernissages de la galerie Ileana Zonabend, qui était la plus en pointe, on pourrait dire, à ce moment-là, à Paris. Et il y avait Sarkis, d'ailleurs, qui travaillait dans la galerie, ce qui était quand même un espèce de paradoxe incroyable, parce que c'était un des artistes les plus politisés à l'époque à Paris. Et également un poète qui s'appelait Christich. Et je vivais à ce moment-là dans un grand appartement. On appelait ça une commune en 69. Et on partageait une douzaine, un grand appartement. Et ce Christich était un colocataire avec lequel je voyais tous les jours. Et c'était un poète. Il est originaire de Detroit. Et donc, il avait une grande liste de copains et tout un réseau de poètes. Et quand j'ai débarqué à New York, pour la première fois, j'ai vu évidemment surtout des collègues de tous les musées d'art moderne de New York. Mais j'ai téléphoné à ces poètes et un des premiers que j'ai rencontré était Ted Greenwald. Ted Greenwald était très proche de Gordon, était un de ses amis. Et ils ont d'ailleurs fait une des actions très intéressantes qu'on ne voit pas dans l'exposition
ensemble. C'était en 1972. Ça s'appelait le Fresh Air Cart. Et c'était une espèce de petit véhicule avec 2 sièges et une grande bonbonne dans laquelle il y avait de l'oxygène et du nitrogène. Et les 2 personnes sur leur siège avaient un masque et pouvaient respirer de l'air pur, puisque déjà l'action, qui était très, un côté très précurseur, en fait, très pionnière, consistait à démontrer que l'air de New York était totalement pollué et qu'il fallait respirer beaucoup mieux. Alors, bon, j'ai rencontré beaucoup d'artistes à ce moment-là, mais vraiment, Gordon Matta était un des premiers. Et il m'a emmené à Soho, où il était en train d'installer un loft. Et c'était complètement neuf. Soho était encore un quartier d'entrepôt qui était déjà plus ou moins délaissé. Et quelques artistes commençaient à s'intéresser à ces énormes espaces pour en faire des ateliers. Et il y avait d'ailleurs Bill Beckley, qui est un artiste un peu oublié aujourd'hui, qui faisait partie de ce que les Américains ont appelé le narrative art, auquel on a raccroché des gens comme Jean Le Gac ou Jochen Gertz ou Didier Bey, qui est tout à fait oublié aujourd'hui. Et donc, il m'a emmené dans ce nouveau loft et j'étais très impressionné par Soho, qui était le soir extrêmement mal éclairé. Il y avait à peine un lampadaire tous les quelques centaines de mètres et on circulait là-dedans dans le pick-up de Gordon. Et c'était assez impressionnant, comme quartier assez sinistre, ça donnait une espèce d'atmosphère de thriller de série B, comme ça, assez incroyable. Il y avait d'ailleurs en même temps Maciunas qui commençait à s'intéresser aussi à ces lofts et qui lui est devenu vraiment une espèce d'agent immobilier en les vendant ou en les louant à des artistes. Alors je voyais Gordon à peu près chaque fois que j'allais à New York. J'ai eu la chance d'y aller à peu près une fois par an après, mais on se rencontrait aussi souvent en Europe parce qu'il était souvent en Europe, à Paris bien sûr, on l'a dit, mais aussi en Allemagne où il était très souvent, à Düsseldorf, à Berlin et bien sûr à la Documenta. Et en 1974, il a eu une exposition à New York à la Galerie Gibson et il montrait ce qu'il appelait des wall cutouts, qui étaient en fait des morceaux de murs de bâtiments découpés. On se demande un petit peu comment, enfin avec ces moyens très sommaires qu'il utilisait très souvent, et qu'il montrait comme des œuvres, donc décontextualisées, sorties de l'architecture, un grand morceau de mur qui devient une sorte de sculpture. Et qui montrait qu'il avait une connaissance sans doute assez élaborée et plus grande que la plupart des artistes new-yorkais de ce qui se passait en Europe. Je pense en particulier aux nouveaux réalistes, on pense à Armand, à Schpery, aux affichistes, et qui tranchaient quand même très fort avec ce qu'on voyait à New York, qui était le minimalisme ou le pop art. Et alors j'ai été très impressionné parce qu'il voulait monter une de ces pièces énormes, comme ça, un morceau de mur comme ça, qui pesait, je ne sais pas combien de centaines de kilos. Et il était là avec 2 copains. Et vous vous rappelez peut-être que dans les lofts de New York, les escaliers sont extrêmement raides en plus, comme ça. Et il montait ça comme ça, la force des bras, et c'était absolument incroyable. Et ça, j'y reviendrai à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé chez Gordon, c'était cette volonté de faire des quasi-exploits physiques et d'avoir cette espèce de confrontation avec la matière qui était quelque chose de très très important pour lui. On le voit bien dans les différents films de l'exposition. Alors on arrive effectivement après qu'il ait, comme on l'a raconté tout à l'heure, mais enfin tout le monde n'était peut-être pas à la présentation tout à l'heure, donc il a fait cette grande pièce qui s'appelait Days End dans un pier à New York, et il est parti avant que la police le chope, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui, puisqu'il avait détruit
un bâtiment appartenant à la ville. Et il arrive à Paris donc avec l'idée de participer à la Biennale de Paris, à laquelle il était invité. Et là, j'apporte peut-être un élément nouveau qui figure dans une lettre qu'il m'a envoyée. Son premier projet n'était pas celui que vous voyez dans les photos et le film là-haut. Son premier projet, qu'il appelait Pre-Construction Extraction, consistait en fait dans le bâtiment en construction de Beaubourg de faire une intervention en faisant, comme toujours, une intervention de vide, en vidant... enfin, j'imagine qu'il pensait qu'il pourrait convaincre d'abord Pontus Sulten, à qui il voulait envoyer une lettre et qu'il connaissait par son père, mais convaincre la direction de Beaubourg peut-être d'insérer au moment des travaux une de ces formes qui viderait une partie de l'espace et en passant par plusieurs planchers. Il m'a demandé des plans de Beaubourg. Pour ça, je crois les lui avoir envoyés, mais on n'a jamais trouvé le projet lui-même, enfin des dessins et même la lettre. Peut-être se trouve-t-elle dans les archives du Centre Pompidou. Il faudrait y passer plusieurs semaines et regarder absolument toutes les lettres qui ont été envoyées à cette époque-là. On ne l'a pas fait jusqu'à présent. Donc, ce projet ne s'est pas fait, mais il est intéressant de se dire qu'il pensait avant tout peut-être à faire des projets dans des bâtiments encore en construction, et qu'il s'est rabattu en fait sur des bâtiments abandonnés, des espèces de ruines où il a fait ses pièces par nécessité, en fait, par les contraintes de la réalité, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc, on lui a, la Biennale, la direction de la Biennale, Georges Koudaï, s'est arrangé pour qu'il puisse travailler dans le bâtiment qui était juste à côté de Beaubourg et qui a été détruit d'ailleurs juste après qu'il ait fait sa pièce. Alors, l'idée était telle qu'il me l'a décrite à plusieurs reprises, enfin, d'une manière un petit peu humoristique. Il disait qu'il trouvait que les sculpteurs font beaucoup trop de choses sur la Terre et qu'ils accumulent de la matière et des œuvres et des objets partout, et qu'il fallait renverser la proposition et faire une sculpture qui, au contraire, crée du vide, d'où les Conical Intersect et autres pièces du même genre, et aussi toutes ces pièces qui consistaient à creuser en dessous des bâtiments, dans des souterrains, dans des caves, comme la pièce qu'il a faite à la galerie Yvon Lambert. Et au fond, c'était comme renverser complètement le travail du sculpteur, et comme si le moule, d'une certaine manière, devenait plus intéressant que l'œuvre elle-même, c'est-à-dire de créer du vide au lieu d'aller, une fois de plus, rajouter de la matière et élaborer des constructions. Donc la pièce enfin, de Beaubourg, du bâtiment Beaubourg, c'est pas faite, mais il a fait ce travail dans le bâtiment que vous avez vu. Et il y a dans le générique du film quelque chose qui me paraît très important, parce que on dit que c'est un silent son et lumière. C'est-à-dire, pour des anglo-saxons, je ne sais pas si vous savez, des Américains, ce que c'est qu'un son et lumière, mais son et lumière, c'était ces spectacles qui étaient très à la mode dans ces années 60-70 et qui consistaient avec des éclairages qu'on mettait sur des châteaux ou des monuments à faire revivre l'histoire du château. Et donc, le cône qui a été évidé dans le bâtiment devant Beaubourg, sans doute a aussi cette fonction d'être comme les projecteurs inversés, si vous voulez, la lumière sur le monument. Et donc, cette idée du son et lumière me semble tout à fait intéressante par rapport à son projet. Et alors, bon, il ne s'est jamais, à ma connaissance, il ne s'est jamais exprimé d'une manière extrêmement claire sur
Ah oui, déjà, déjà c'est prononcé de manière extrêmement claire sur ses intentions par rapport à ce bâtiment sur lequel il intervenait. Mais je crois bien qu'il voulait effectivement intervenir dans ce contexte extrêmement tendu de l'époque, les manifestations en faveur des Halles de Paris, quasiment contre Beaubourg, et pour lutter contre le fait qu'une partie de la population était chassée dans la banlieue, et qui voulait en fait valoriser ce quartier et ces maisons par son œuvre. Il faut vous rappeler que Beaubourg ça s'appelait la raffinerie à l'époque, et tout le monde s'en moquait. Enfin bon, et il y avait des tensions absolument énormes. Et d'ailleurs, on était tous très attirés par ces bâtiments qui étaient en destruction et où on voyait apparaître tout d'un coup les vestiges des appartements qui faisaient comme des grandes peintures monochromes sur les murs, et il y avait des espèces de grandes structures comme on voit dans les photos de Gordon Matta Clark. Et il y avait Heidi von Scheven qui l'a photographié, qui est ici, autre photographe et artiste qui vit à Paris et qui a photographié Gordon en train d'assister à la destruction totale du bâtiment, et qui, elle, a fait aussi, dans les mêmes années, des photos de tous ces murs avec ces grandes surfaces de couleurs, et que nous en avons fait un mur écran qui était montré au musée d'art moderne, l'actuel palais de Tokyo, au début des années 70. Voilà, donc ce qui m'a toujours paru très important, comme j'ai déjà dit, c'est cette dépense physique qu'on voit dans le film, et l'extrême danger qu'il y avait à travailler là, parce que vous avez bien vu qu'il coupe des morceaux de poutre entière, et ensuite il se positionne sur des poutres en porte-à-faux dont on n'est pas complètement sûr qu'elles vont tenir. Enfin, c'était vraiment une espèce de jeu avec des risques, et c'était quelque chose, je crois, qui était très important pour lui. Et d'ailleurs, on appelait à ce moment-là ce type de travail des actions, avant qu'on utilise le terme de performance comme on le fait maintenant d'une manière générale. Et alors est arrivé un article dans l'Humanité, vous savez que c'est le journal communiste, en 1975, au moment où il faisait ça, et qui l'a beaucoup touché. Il était très atteint par ça, parce que c'était en première page. Il y avait une photo donc de son œuvre de Conical Intersect avec le bâtiment de Beaubourg derrière. Et la légende était la suivante. En gros, il y avait marqué « que d'art », point d'exclamation. Il paraîtrait que ce trou est artistique, ayant été fait par un artiste. L'art, dans ce domaine du trou, n'a pas peur du vide de l'ancien quartier des Halles de Paris. C'était la rue Brantôme, une des plus anciennes de Paris, et derrière se trouve le centre d'art Georges Pompidou. Vous voyez que c'était un peu ironique, mais enfin c'était délibérément négatif par rapport à son travail, et ça l'a vraiment beaucoup touché. Voilà, alors je terminerai là. Je dis, il y a les deux idées que je retiens beaucoup du travail de Gordon Matta. C'est encore une fois cette espèce de goût du danger, de ces prises de risques personnelles dans le travail qu'il faisait lui-même, toujours. Et il avait juste 2 assistants pour faire tout cet énorme boulot. Et la beauté des espaces auxquels il était très attaché, et où il disait toujours que les gens devraient beaucoup plus se servir des espaces dans lesquels ils vivent, et pour les ouvrir, pour relier l'intérieur et l'extérieur, et pour avoir une liberté beaucoup plus grande par rapport aux espaces dans lesquels ils vivent. Thank you. Thank you. That's very interesting. And I hope I hope we can come back to some of the themes that you touched upon there. I think the issue of taking the risk
is definitely a very important part of his work, and I think we should try to talk more about that. But now I would love to listen to Corinne. I know that, Corinne, you don't want to talk specifically about Gordon, but you want to talk about sort of the context in which he was always kind of working around and he was attracted to, right? Thank you first. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup le Jeu de Paume et les commissaires de l'exposition pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici. Tout d'abord, j'aimerais dire que l'extraordinaire enquête sur la proposition collective en architecture et les analyses méticuleuses des photographies découpées et des collages de Gordon Matta Clark que Mark Wegley a publié récemment, ce livre, permettent de préciser les enjeux au cœur même de l'œuvre de Matta Clark. Et je vous recommande très vivement la lecture de cette formidable étude. C'est une étude très profonde, très consistante, et je pense qu'il questionne, amène même d'une manière assez vive des nouvelles interprétations ou des corrections d'erreurs qui ont été faites. Alors évidemment, c'est lié au fait que les archives de Gordon Matta Clark ont été déposées au CCA en Canada depuis maintenant de nombreuses années, ce qui a permis aussi de fournir un énorme travail de relecture de certains documents et de contextualisation de documents. Wegley, donc l'auteur, ne cessant pas de souligner que l'œuvre de Matta Clark, et je quote, is treated as emphatically and unambiguously physical, even when the crucial effect is psychological. Je vais partager avec vous quelques réflexions à contre-courant à partir de la pratique et des gestes artistiques de l'artiste qui engagent justement cette question physique pour m'en détacher ensuite afin d'évoquer certains travaux anthropologiques contemporains qui, il me semble, résonnent avec les expérimentations que Matta Clark a faites avec des matières organiques, avec la culture du champignon, avec des plantes, avec des structures composées de déchets, à travers des excavations, des découpes architectoniques, parfois illégales, comme il a été dit, et une pratique du dessin intense, offrant des environnements ou encore avec ses fake estates. Je ne vais pas ici analyser les fake estates, ça a été amplement analysé. Il y a un formidable livre aussi juste sur les fake estates, mais je pense qu'en effet, c'est une œuvre extrêmement active et résonante aujourd'hui avec certaines questions. Par tissu urbain, Gordon Matta Clark entendait aussi bien les conditions sociales, économiques et morales que l'état physique des rues et des structures de la ville. Parmi les conditions auxquelles sa formation d'architecte et son inclination personnelle l'avaient poussé à se préoccuper, il y avait la négligence et l'abandon qui, lorsqu'ils existent dans des proportions massives dans un environnement urbain, n'évoquent que l'ambivalence et l'inaction bureaucratique ou juridique. Les gestes et dispositifs artistiques de Matta Clark s'adressaient à des êtres en tant qu'ils participent à des agencements, en tant qu'ils sont toujours situés, appartenant à des lieux et à leurs histoires, soudant le sens commun à l'imagination et misant sur une avancée créatrice du monde. Dans les découpes de bâtiments, le sens du corps dans le contexte proposait une déréification du regard et une perte gravitaire, permettant de remettre en route une certaine forme d'imaginaire ou d'élaboration et de participer complètement des choses du monde avant de les figer dans une interprétation. On pourrait reprendre ce que Hubert Goddard disait à Swally Rolnick lors de leur entretien au sujet de la structuration du self de l'artiste brésilienne Lydia Clark. Je cite, « Ah, je vais plus longtemps. Excusez-moi. » Je cite Hubert Goddard. « C'est la manière dont je construis l'espace qui va induire le geste
y compris le geste de la pensée. Fin de citation. Afin de supprimer les cloisonnements, de vider le sens de son trop-plein de prévisions et de permettre l'invention d'un geste, Mata Clark, comme Clark, Lydia Clark, travaillait sur les modalités sensorielles et leurs rencontres. Normalement, nous savons toujours, ou par l'œil, ou par le pied, ou par l'oreille interne, etc., où nous nous trouvons par rapport à la gravité. À partir du moment où la proprioception qui nous oriente dans l'espace bascule complètement, l'imaginaire qui meut les sens est sollicité. Il s'agit tout autant d'un regard subjectif qui ouvre l'ensemble et permet de relancer l'altérité. Et la philosophe Isabelle Stengers de souligner: la loi de la gravitation universelle vaut pour toutes les masses, à toute distance. Et l'idée de loi, valant pour tous, fait la grandeur de l'état de droit. Étrange grandeur, d'ailleurs, si l'on se souvient qu'elle se défend de distinguer entre misérable et puissant. Telle cette personne qu'est, au regard de la loi, une entreprise telle Monsanto. En 1976, de Berlin, Mata Clark écrit à sa compagne, la danseuse Carol Gooden. Quote, Trisha présente une performance ici. J'ai à peine vu Trisha en personne, mais comme d'habitude, l'œuvre est une nouvelle révélation de Miss Brown. Elle est tellement sereine, tellement en contrôle de l'espace de performance, et se livrant à une telle mesure quasi kabbalistique du temps que je pourrais passer des années, en tant que sculpteur-architecte, à inscrire certaines de ces arabesques sur l'environnement bâti. Mais je suis si chaotique que je ne pourrais accomplir cela qu'après avoir chassé mon démon. Fin de citation. Évoquant la célèbre performance Man Walking Down the Side of the Building, Trisha Brown parle d'une activité naturelle sous la pression d'une mise en place qui ne l'était pas. La gravité rognée à une grande échelle. Avec ces equipment pieces réalisés grâce à différentes techniques d'agrippement, harnais, filets, cordes, l'aspect prophylactique de la structure contraignante, ne plus se poser de questions de choix ou d'orientation personnelle, disparaît. Comme le décrivait déjà à l'époque la critique de danse Laurence Loup, je cite, « Au profit de ce rêve incarné, défiant toute limite de ces corps visiteurs de l'impossible, errant sur des parois d'immeubles ou des plafonds de musées, comme pour fouler aux pieds tout l'ordre du monde. » Fin de citation. Certes, bien d'autres instances sont ici mises en jeu. La vision sociale de l'aspect urbain, la contestation du lieu spectaculaire institué. Enfin, pour ces corps de danseurs marginalisés par des modes de production où ils ne reconnaissaient rien d'eux-mêmes, les seuls espaces encore disponibles étaient ceux que n'avait pas territorialisé le système du marché. Espace perdu de l'inhabitable, de l'irreprésentable aussi, toit, façade, parois. Les gestes artistiques de ces deux artistes liés d'amitié, donc Mata Clark et Trisha Brown, annonçaient déjà la gentrification de Soho à la fin des années 70 et l'évolution inégalitaire des politiques de libéralisation financière et commerciale menées à partir des années 1980, notamment sur l'économie reaganienne, et ceci, comme le rappelle l'économiste Thomas Piketty, sans mise en place de nouveaux outils de régulation et d'imposition coordonnés. Car ce qui menace le monde aujourd'hui, ce n'est pas la guerre commerciale, c'est la guerre sociale, menée à grands coups de dumping fiscal au profit des plus riches et des plus mobiles. Cela nourrit le sentiment d'abandon des classes populaires et conduit à paupériser la puissance publique. Le capital public est en passe de devenir négatif dans tous les pays riches,
ce qui signifie que les détenteurs de patrimoine privé détiennent non seulement tous les actifs publics, écoles, hôpitaux, etc., au travers de leurs actifs financiers, mais également un droit de tirage sur les recettes fiscales futures. Il faut, pour Piketty, changer le cours de la mondialisation en conditionnant tous les traités internationaux à l'écriture de règles contraignantes, visant à promouvoir un développement équitable et durable, soit, je dirais, une puissance publique démocratique et sociale permettant de réguler la mondialisation. Énonçant que les histoires du progrès nous ont aveuglés et se débarrassant des simplifications de ces récits, l'anthropologue Anna Lovenhout-Tsing, qui a enseigné avec Donna Haraway, propose avec son livre sur les champignons Matsutake d'imaginer que si la nature première signifie les relations écologiques, y compris humaines, et la nature seconde réfère aux transformations capitalistes de l'environnement, la troisième nature est ce qui parvient à vivre en dépit du capitalisme. Et je la cite. Comme des particules virtuelles dans un champ quantique, de multiples futurs apparaissent et disparaissent du champ des possibles. Cette troisième nature émerge d'une telle polyphonie temporelle. Fin de citation. Anna Tsing explore les nuages et pulsions de la disparité et décrit des agencements ouverts de modes de vie entremêlés, où la curiosité est la première condition d'une survie collaborative dans des temps précaires et où, citant un pamphlet radical, le spectre que beaucoup tentent de ne pas voir est une réalité simple. Le monde ne sera pas sauvé. Si on ne croit pas dans un futur révolutionnaire mondial, on doit vivre comme en fait cela en a toujours été le cas dans le présent. Elle insiste aussi longtemps que les analyses qui font autorité auront comme postulat la croissance, les experts ne percevront pas l'hétérogénéité de l'espace et du temps, même là où il s'agit d'une évidence pour des participants et observateurs ordinaires, et qu'il faut réactiver nos capacités d'imagination afin d'apprécier l'imprédictibilité éclatée associée à notre condition actuelle. Ceci faisant, elle questionne la manière dont les vivants composent entre eux, inventent des possibilités de vie dans les ruines du capitalisme et se demande à quoi pourrait ressembler ce dernier sans supposer cette identité stable qui a été nommée progrès. Comme le rappelle si justement Isabelle Stengers dans sa préface au livre d'Anna Tsing, il ne s'agit pas de, citation, « nous laisser sidérer par la grande alternative à laquelle tout semble suspendu, un monde libéré ou non de l'emprise capitaliste. » Fin de citation. En suivant la piste du Matsutake, ce champignon, dans diverses régions du monde et l'émergence d'articulations précaires liées à des circonstances historiques qui les situent, Tsing met au défi les classifications de nos savoirs, le pouvoir de définir ce qui compte et ce qui ne sera que parasite, et pense les métamorphoses contemporaines du capitalisme, car les ruines de celle-ci demandent ce que Tsing appelle l'art d'observer, art of noticing. Mais tout autant alarmant est l'emprise de l'appareil bureaucratique sur tous les aspects de notre existence et notre imaginaire. Et face à cette violence structurelle qu'il engendre, il est nécessaire de questionner les nomenclatures institutionnelles. Et comme le fait remarquablement David Graeber dans son livre « The Utopia of Rules on Technology, Stupidity and the Secret Joys of Bureaucracy », de formuler une critique cohérente de cette bureaucratie afin que toute pensée radicale ne perde pas son centre vital, et de rappeler que historiquement, les marchés sont généralement en effet indirect d'opérations gouvernementales, particulièrement militaires, où ils ont été créés directement par des politiques de gouvernement. Et que, je cite Graeber, la caractéristique principale de ce système, donc il parle de ce capitalisme néolibéral, réside dans le fonctionnement bureaucratique. La bureaucratie d'État
et celle des entreprises fonctionnent d'ailleurs en parfaite collaboration et pour cause. Elles ont de plus en plus tendance à fusionner au point que c'est un modèle qui transcende désormais la séparation entre le secteur public et le privé. Fin de citation. Si la bureaucratie est devenue l'eau dans laquelle nous nageons et que le public, le monde du travail, l'électorat, les consommateurs, la population sont créés par des cadres d'action institutionnalisés par nature bureaucratique et par conséquent profondément aliénants, comment neutraliser l'appareil bureaucratique, la machinerie de l'aliénation et les instruments par lesquels l'imagination est brisée? Et je finirai, pas d'inquiétude, par une citation de Grabert et une question. Citation de Grabert. Insurrectionary moments are moments when this bureaucratic apparatus is neutralized. Doing so always seems to have the effect of throwing horizons of possibility wide open, which is only to be expected if one of the main things that apparatus normally does is to enforce extremely limited horizon. Et cette petite citation aurait pu être presque une certaine annotation de Gordon Matta Clark about son intense travail à justement délimiter ces zones. Et je conclurai sur une seule question: comment transmettre l'événement et les pratiques de pensée qui étaient en jeu dans les œuvres de Gordon Matta Clark et Lygia Clark et qui ont participé à l'élargissement et à la transgression de la notion de performance dont le présent de l'art hérite. Et Matta Clark d'écrire, je cite, I think in terms of time as well as of scale, because there is obviously a kind of detailed concern with the event. I mean, it's not a performance for people to watch, but it's obviously an event, the result of an activity which is peripheral to performance. Et là, j'aimerais me référer au très beau film qui ouvre l'exposition Clock Shower. That's really great, and a lot of things to think about. And throughout all your conversation, and particularly the relationship between Gordon and Trisha Brown, is that for the viewer, you see them as this person working in total freedom, but also you have to think in terms of how capable they were to do that. So the dance that it's someone walking on the walls, it's a tour de force. It's something that clearly not everyone can do. And I just mentioned this during the tour that Gordon was very self-confident in his ability to actually interfere in a structure of a building. So, and I'll just give this as an example because in my essay I mentioned the collapse of an entire building in New York because someone in the building decided to remove a wall in the basement. This person didn't know engineering, didn't know structure, and the whole thing collapsed, and 4 people died. But Gordon never, no accidents happened in that. He knew exactly how to interfere in that. So I think we can get back to that, but now we can go to your presentation. Well, thank you very much for this invitation to Marta from the Jeu de Paume. It's quite an honor to be showing my work in this context of Gordon Matta Clark, an artist I always admire much. All my work is about construction and the space around me and architecture. I would not say there are too many art objects in the world. Probably I would not say that, or that's not a motto that would have inspired my work. But probably the motto that really inspired my work when I was a young artist starting would be there is too much construction, too much architecture, and too much design. I started my practice in the late 90s in Spain,
And we would all agree there was quite an euphoria of love in design and construction. Construction was certainly non-stop. And I feel, I don't know, I'm very interested in space. I love architecture, but that's not okay. So I very intuitively start a practice that try to understand building, but also be very critical with it. So I basically did everything that came to my mind that somehow stand against construction. And so one thing I did was defending everything that we could consider the opposite of construction, like underneath, halls, wastelands, empty lots, ruin buildings, demolitions, collapse, everything that seemed problematic for this over-design. With that, I will show you my first project, which is really old. I thought it was good to start with something from the 90s. It was an exhibition organized by Corinne, actually, in San Sebastian, and she came with this amazing proposal to some young artists, part of a workshop, to make a project in a market hall that was scheduled to be demolished. It's the building you are looking in you are seeing in the image. It was a wonderful building, and I was very shocked when I hear it was going to be demolished, because the life in the neighborhood that a food market means is going to disappear by a new development, and I found that quite dramatic. So I decided not to be showing any work inside the building, and instead of that, do an action that would consist in renovating the market. And I had like over 3 weeks left till the end of the building, till the demolition, so there was no time to do a real good renovation. But for me, it was important to be in the street and be seen, and that people would realize things might have been different. It was a way to question the real estate operations going on, saying that I don't agree with them. And, well, raising questions. Of course, in the street there was a lot of people making comments of what I do. I didn't want to control these conversations, but just generate them. It's what was my aim. I was a young artist, and it was also a lot about position. So for me, with this work, I took the position that what I want to talk about is the context and the urban problematic. And that's something I still hold, and that's why this work was so important for me. Another project about halls. In Amsterdam, I got a wonderful studio. And actually, what I knew, I don't want to do a studio practice. I found an empty lot nearby, and my project consists in digging, just going to this empty lot and work on a hole, on an excavation. I knew the hole would not arrive to a very deep length, because there is the water. I have seen in every excavation after 2 meters in Amsterdam, you face the water and there's nothing you can do after, because it just collapsed. But for me, trying it was important. It was also about physical engagement with this thing I want to study, which I think, again, relates a lot with Gordon. I wanted to be part of this. I wanted to study, and also knowing all the dysfunctionality of the action. One day I went to continue my excavation, and the excavators were there, and they had flattened all the empty lot, and it was the moment of construction. This is a much more recent project, much more efficient, with the same idea of excavating. This was in Madrid, and what I did is to organize guide tours to a tunnel of a parking being excavated. So the interesting about it is that it's not a guide tour to an existing tunnel, but a tunnel that was excavated at that moment, which means that the machines were there from Monday till Saturday, and just on Sunday, the day the machines are not operating, we would go there, and we would be allowed to go to, I don't know if you see that, do you see the arrow? Yeah. This here, with the public, this is what we call, that is called the head of the excavation. That's the place where the machines are really advancing and where they would remove the earth on Monday, which means that this earth that has been there since, I don't know how many million of years ago, it's going to be removed tomorrow. So this was a very sentimental guide tour. With this question of how to know a building, I made a project in Fasburg, a small village in Alsace. And in this case, I analyzed the construction materials used to make this building, used to construct it. I came with a list. It would be like, maybe I better show. This is 50 cubic meters of brick, 20 cubic meters of stone in the foundation, 12 cubic meters of concrete, and then some iron.
And my project consists in borrowing these materials and showing them. So you have the 50 cubic meters of brick, the 20 cubic meters of stone, the concrete you need to mix, the cement and the gravel and the iron. So it's the idea of analyzing a building, like making a recipe of a building, destroying a building, obviously, thinking what a building is before it is constructed, and somehow bring the question of what will happen with a building when it's demolished. Somehow the beginning touches the end. Sometimes they don't allow me to do these kind of things. For example, when it's a historical building, like a Haus Lange in Krefeld, the Mies van der Rohe villa, and then I just elaborate a very careful list of all these materials, which again reflects on the past of the building, the origin of the construction materials, and the end of the building. Getting bigger, the most challenging calculation I have done until now was the calculation of all the construction materials of Sao Paulo, all the buildings of Sao Paulo. Yeah, it looks like a joke, but it's almost like a masochist joke because we really did the calculation, a team of people during months. We really did. I'm not going to explain how we did because then it's hours of discussion, but we did the calculation. This is a project I did in Sint-Truiden in Belgium. I asked for a building schedule to be demolished, and we find out this house here was going to be demolished, and the garage nearby, that's the demolition. And then the project was called the Rabel Mountain. The project consists in presenting on the empty lot where the house used to stand all the rubble of the house. So if in the project before in the water tower, I showed you the materials before the construction of the tower, now you are looking at the materials after the demolition of the house. The good thing of this is that these are the real materials of the house. It's easy idea, but difficult to realize. I guess what is interesting of this idea is the scale. The scale of the heap is big for an artist. In art, normally we do smaller things, but this is simply the scale of construction. Construction is an enormous, threatening, disgusting thing, I must say. So that's the scale a heap of materials have to have. And yeah, it's heavy. It is, yeah. That's the same idea, but in Secesión in Vienna, calculating all the construction materials and showing them inside the exhibition space. The materials are very separate because they recycle the materials very much. So you have a very clean heap of concrete, very clean heap of brick behind, and the plaster, the wood, the mortar, what you use to mix the brick. So that's the mortar. This is the brick. It's the materials that would come after the demolition of Secesión in Vienna. And with the same concept, I made the project in the Spanish pavilion in the Venice Biennale in 2013. So what I present was the same construction materials used to build the pavilion in rubble. The rubble is mixed, so you have a huge heap that presents concrete, cement, plaster, tile, brick, I forgot something, mortar, everything together and mixed as the rubble is treated nowadays in Venice. These materials are borrowed and then we give them back after the show. Of course, the problem if a building has to carry the same weight of its materials, it might collapse. So this is clearly suggesting the collapse, which is an interesting concept, a bit scary at the same time. That's a project I did after in Dallas, Texas. That's the video that was running when you came to the room. What we did was to find a building scheduled to be demolished, this house in the periphery of Dallas, and then excavate a hole in the garden of the house, and then get all the rubble and all the materials of the house in the hole, and then cover it up. This was the end of the work, and that's all that it was left. Is the buried house. So this is my sad hole project. Sad it is, but it introduced certain reflection on the origin of construction materials, which I am quite interested at it right now. Are we okay with time? Yeah, I will present this fast. Then there's another series of work I have done that for me, 5 minutes, okay, I'll speed up, has been quite important. It's a series of publications. They are guides. They look like architectural guides, but they are guides of
empty lots or wastelands or maybe brownfields that are threatened by construction. So basically they are inviting the public to get to know these places and visit them and enjoy them before they disappear and they get developed. So they are an invitation to enjoy the amazing freedom of land without architectural design. I had the amazing opportunity to get a commission of a permanent work. A permanent work in Rotterdam, in the Netherlands, means 15 years. And the work would be in this piece of land near the water. And it was a wonderful wasteland, small but wonderful because it's in the water. So my logic proposal was to propose the owners not to touch it and to keep it as a wasteland, to make sure that if all the wastelands I work since years get at the end developed and constructed, to make sure certain land gets protected from construction. And well, it sounds like it's against construction and architecture, which it is, but actually it's more against landscape design because a big building would never be built. There is a really small piece of land. But certainly there would be, without my project, a certain architectural design which I could prevent. So this project is really about stealing land to development, clearly. So this is a map. I don't know if you see the details on gray. These are all the wastelands in the Rotterdam port at the moment I did that project, which in some years logically would be developed, and the only one remaining would be the one of the project. And now I will just finish with the last project, which is the one I'm most excited to tell you today, because it's what I'm working with now. It's a completely different subject, related but very different. It's a project about mineral rights, which American people know what it is, European people know what are mineral rights. Yeah, well, I explain really fast. Mineral rights refer to the ownership of the underneath. That means that one person or we could buy a piece of land in France or in Holland or in Germany, or a building on top of the land, but we cannot buy what lays below. The resources below are always public. They are owned by our governments or states. But these governments, they lease the mineral rights to companies, to mining companies. So for example, when I start my project, I look at the situation in the Netherlands, the country where I live, and I realize all these yellow and orange areas are areas with concessions, with mineral rights given to certain companies. So I realized that actually the yellow is a concession called Rijswijk in my city, in Rotterdam, and this is owned by Shell. So I live in a city since 15 years, and I didn't use Shell owns below my flat and below my city. So that just that you get the idea of a bit the scale, because they always tell us about Australia and Groenland, but sometimes we are not really aware what's going on below our house, which is actually something quite important for my work to know what happened where I am standing. So with this idea, I started a project. In the Netherlands, I couldn't have mineral rights because it belongs to Shell, and that's a very serious thing. So I started a project that would consist in me having mineral rights. And then the question would be which mineral, and then from all the minerals, I look at all of them carefully. I like iron, by far is the best. Yes, iron because of construction, iron because of development, the Industrial Revolution, iron because of Mies van der Rohe, but also iron because it's the cheapest. It costs like $100 1 ton. It's really the cheapest. So when I get mineral rights of iron, I'm not getting rich. I'm really not speculating, and I find that interesting. I failed getting mineral rights in Spain and Germany, but I managed in Norway. So you are looking at a map of Norway with all these little gray things. You see all these points? These are concessions on iron. And I decided, since there is a lot of iron still left, a lot of areas without concessions, I decided to work near Oslo, because my reference is construction and architecture, so I wanted to stay the most near the capital I could. And then I applied for mineral rights near Oslo. This is near the airport, between the airport and Oslo. And this square you are looking at, well, yeah, the square there, this thing here. This is 1 kilometer by 1 kilometer by 1 kilometer by 1 kilometer. It's inclinated because it's alienated with the UTM, the coordinates. This is the area of my mineral rights. It's 1 square kilometer. You see my name behind. If you click, that's a photo of the website of the Norwegian Geological Institute. You see my name. I put the whole long name to try to hide if they Google. Well, basically, it's 1 square kilometer for 8 years. I have what you call exploration mineral rights. And what is the beauty of it is that the mineral law says the mineral rights are from the land till the middle of the earth. So they are really deep. And in that sense, I feel
I am very glad about them because this is real deep. Talking about holes, I got deep. Difficult to present this project, a long story, but I am deep. I arrived with it. And this is the place which is extremely beautiful, like land is in Norway. And the mineral rights are exclusive, which means Shell cannot have this iron deposit. ArcelorMittal cannot have it. No one can have it because I got it for many years. And I'm not giving it away. Yeah, and the iron is protected, and the snow, the rocks, the tree, whatever you like, the birds, and that's it. Thank you. This project actually has to do a little bit with another project that Gordon did called Fake Estates. And maybe Corinne can later talk about that, which she has a very interesting story to tell. But now let's just have a few words from Jasmine. Yeah, Sergio, you took the words out of my mouth. Okay. I'm going to just do a very short apology at the beginning here because my translating device cut out, unfortunately, partway through what you were saying, and I couldn't really understand what you were saying either, Corinne, because of the noise. So I hope you don't mind, but I'm going to just respond to your work because I guess I just want to say how important it is for me as not only someone who loves Gordon Matta Clark's work, but as a representative of his estate. I think for an artist who lived such a short amount of time, and you know, the reason really we're all here today and acknowledging his work, a big part of it is the influence that he has had on subsequent generations of artists and architects. And I don't think that that's some kind of coincidence. I think it's actually very much rooted in his practice. I see Gordon's practice as extremely generous in that he was addressing issues, you know, and sort of real crises that were happening in New York and in Europe at the time around the failure of urban development and architecture. But he was addressing these issues by creating works that were almost like proposals in the sense that he was showing possibilities for transformation and evolution of these discarded or obsolete spaces. But doing it in a way of saying, well, this is what I've done, but what could you do? Or how could you improve upon this idea? And I think in that way, he has been really able to engage other artists and younger artists time and time again who are also sort of looking at these same crises and these same issues and are looking for a way to creatively come up with solutions. And he is a part of that conversation. And so to give examples of that, just basing off some of the projects you've shown, I mean, it's really wonderful. To start with, we haven't really mentioned Anarchitecture yet. And Anarchitecture was, it was a group that Gordon formed along with a number of other artists at 112 Green Street, and they would meet in 1973, and they'd meet on a sort of bi-monthly basis to discuss ideas around Anarchitecture, and eventually culminated in an exhibition. But more to the point, this term Anarchitecture for Gordon really meant a great deal. That we have a lot of writings where he is discussing these ideas of sort of, well, what is architecture outside of traditional architecture? And he'll give examples like, what is the architecture of the place where you stop and tie your shoes? You know, so rethinking sort of our relationship with spaces. And there's some really beautiful writings that are almost poetic, where he's talking about, you know, that cities do not give enough credit to their empty spaces, their empty lots, or their dead ends. And what is the space, you know, at the end of the road or the top of the stairs? What are these places that, you know, and that are empty but really serve an important function within the community? And so I'm really struck by, in your work, of preserving the empty lots and addressing the empty spaces and saying that, you know, these are as important to a city space as all of this kind of
you know, architecture and development in these built landscapes. And very early on, when Gordon, he graduated from Cornell University in 1968 and moved back to Soho in 1969. And he was immediately interested in working with more organic materials, and particularly in these ideas of gardening and sort of urban garden spaces. And so he had a kind of informal basement residency in 112 Green Street after that first opened, where he actually dug a hole and planted a cherry tree. And with the dirt that he removed from the hole, he covered it in grass seed and put a grow light on it. So you would go down in the middle of winter and there would be this blossoming cherry tree with this beautiful hill of grass as this kind of, you know, nature escape in the bottom of this, you know, really awful cellar. But he also was doing proposals to create guerrilla gardens in finding empty lots and going in the middle of the night with all the supplies and creating a garden. So then the residents could wake up and here would be this amazing transformation of this beautiful open space into something that they could connect to. And he even, with Robert Smithson, they were friends, and they both created proposals from this sort of garden idea of doing floating gardens on the Hudson River, of taking barges and planting gardens on them and floating them around. So again, creating this garden space. So in that way, that was a sort of, again, a kind of transformation of these open spaces to propose other ideas rather than to just fill them in with new architecture. But of course, as Sergio mentioned, I think another great example, and it really keys in with what you're talking about with mineral rights too, in a way, is a piece that Gordon did called Fake Estates. Now, you know, in America, there's a huge emphasis on, you know, owning land, and that's when you really know you've made it, and, you know, this is like a signifier of sort of being someone of power. And of course, in New York City, you know, being able to afford to own anything, it takes a tremendous amount of money. Even back then, when things were quite cheap, it was a big investment to buy these buildings and fix them up, etc. But Gordon found out that the city had this very funny auction where basically when areas are rezoned for different construction projects, sometimes the zoning would cause these overlaps where you just have these small strips of land, and they'd be very random sort of shapes and sizes that would be stuck in between different properties. But they were individual properties, and the city would auction them off at regular intervals, and they'd only, you know, they'd be between $25 and $75, and they might be something, you know, like a piece that's along a curb, between a curb and a road, and it's maybe only that wide, but like, you know, 80 feet long. Or there's some pieces where you have to trespass on other people's property to get to your property. You know, it would be like a triangle of property that you would own in between maybe two driveways and another house. So there are these very funny pieces of property that Gordon went to this auction and bought a bunch of them. And then he visited each one of his properties. Okay. He visited each one of these properties, and he took photographs, and he had the documentation of them. And I think that this piece has a tremendous amount of resonance because it is fundamentally questioning, you know, how the ownership of our space and how can we really interact and physically engage with everything that's a part of our lived environment. And thinking about, like, what I love about your work is that it's thinking about the underground as well, and who owns the underground. Mm-hmm. And Gordon, of course, went into the underground in New York and actually wanted to give tours. He was working with Fluxus to give tours of the underground, and then he made these films too. So he was very aware of all of these levels. But I think ultimately, you know, it was these kind of proposals that he made that artists like yourself have sort of, I think, taken some of those ideas but then gone the next step further and are really pushing the conversation into this contemporary context. And you know, we have to question the systems that we are a part of, and that we so easily acquiesce our rights to our own space and to our lived environment.
And that is something that we should question and ultimately protest when that environment is changed for the worse. So that's just a sort of brief response. Great. But thank you. Do you have a few minutes to wrap it up? 10 minutes. Okay. So I just want to bring back the discussion to the exhibition and also to something that Corinne mentioned in the beginning when she presents the book Cutting by Mark Wigley, which is, it's very interesting that Gordon was famously for not building. He was interested in unbuilding, but his work has a great appeal to architects. So Mark Wigley, who was the Dean of Architecture at Columbia University, spent years working on this book, and I haven't read the book yet because I just got it 2 days ago. But in the book, there is also an interview with Rem Koolhaas. And someone just told me that Rem Koolhaas did kind of a symbolic gesture, and in the Prada Foundation, there is a big hole in the facade of the... So I want to just bring up that. But also, I want to bring up to Gordon's own words in the very touching interview that Marc Petitjean recorded with him when he was in Paris doing the Conical Intersect. And he talks about that work as a piece of resistance. So I want to kind of pose to all of us, what does it mean to do as an architect or as an architect to do that kind of work as a piece of resistance? And then he also says something that for me resonates so well, because I was always very interested in this idea, which is something that I think he took from Claude Lévi-Strauss when in The Wild Mind, or La Pensée Sauvage, Lévi-Strauss proposes this model of the primitive mind as thinking in ways of a bricolage. And he uses this word bricolage. And Gordon, of course, he was always very interested in this kind of, the very sophisticated, but also the very primitive. And all the works, in a sense, or most of the works, they have this very strange graft of a very sublime, sophisticated shape, geometric shape, but it's hand-carved in this very derelict building. So this clash, which I also think it's part of this bricolage, is it comes in this thing. You have this beautiful geometry. It's almost like a work by one of those minimalist artists, but it's done handmade. It's done with an axe and so on and so forth. So if any of you have a commentary on that, I would appreciate on any of that. Oui, mais je peux que redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que ce qu'il entendait par résistance, effectivement, c'est pas évident. C'était le fait de travailler dans ces maisons qui étaient vouées à la démolition et dans ce quartier dont tous les Parisiens savaient qu'on avait chassé les gens qui y habitaient pour qu'ils aillent habiter dans des HLM ou en banlieue, même si exactement à l'endroit où il a fait son Conical Intersect, on a construit ce qui s'appelle le quartier de l'horloge, et il y a des HLM, mais ce sont des HLM, on peut traduire en anglais peut-être, des logements à loyer modéré. Dans ces HLM, ce ne sont pas les gens qui habitaient là qui ont été logés, mais plutôt des Parisiens qui étaient déjà intramuros. Donc je pense qu'il entendait résistance dans ce sens-là, et du coup, il se mettait en rapport, en relation
avec les mouvements qu'on a décrits tout à l'heure. Il y avait des grandes manifestations en faveur des Halles de Paris pour les garder. Et beaucoup d'intellectuels, d'ailleurs, disaient à ce moment-là qu'on aurait dû faire le centre et le musée, etc., dans les Halles de Paris et ne pas détruire tout le quartier et ne pas construire ce bâtiment. J'aimerais peut-être juste rajouter une chose à propos des fake estates. Comme le rappelle du reste Mark Wigley, c'est que les fake estates, au départ, ont fait partie des nombreuses propositions que Gordon Matta Clark a faites pour An Architecture. Rappelons bien qu'An Architecture, c'est un processus collectif à plusieurs artistes. Et donc il y a des lettres qui sont adressées au groupe quand lui il est en Europe et il prépare cette peut-être exposition en architecture où il liste les différentes actions, les différentes idées, les différentes propositions, et une d'elles est justement fake estate. Alors il faut savoir qu'après Gordon Matta Clark retirera des propositions d'An Architecture fake estate. Il n'inclura pas ça dans le projet An Architecture. Et je crois que pour un peu souligner cette question de résistance, de vide, etc., An Architecture travaillait énormément sur cette question du vide. Et le mérite, puisqu'on a parlé de ce livre, et je pense vraiment que c'est un livre exceptionnel, parce que c'est un travail tellement précis sur certaines conditions de travail, annotations, écrits de Matta Clark, c'est que là, il ne s'agit pas de confondre en fait des propositions qu'on a à voir avec An Architecture et des propositions qu'on a à voir, par exemple, avec les extractions ou les découpes de bâtiments. Matta Clark lui-même faisait une séparation très précise, et dans un fameux entretien qui a été reproduit plusieurs fois avec Lisa Baer pour Avalanche, à la question très précise de Lisa Baer, est-ce que splitting, donc la fameuse découpe dans la maison familiale, est en architecture, il répond extrêmement précisément non. Et depuis ce moment, on voit bien que Gordon Matta Clark à aucun moment entremêle ces découpes de bâtiments avec ces recherches, ces expérimentations, ces propositions d'An Architecture. Donc fake estate, en fait, continue ensuite en dehors d'An Architecture, puisqu'il retire ce projet de ses propositions. Et la chose intéressante, et je finis là, parce que des fois c'est qu'en fait, c'est pour des questions fiscales, administratives, bureaucratiques, que ces petits lots de propriétés sont mis aux enchères, qu'il achète pour $25. Et en fait, il fait une demande de subvention, c'est ce que je trouve moi très intéressant, une demande de subvention au gouvernement avec le projet acheter donc aux enchères ces lots. Il aura la subvention. À l'époque, c'est O'Doherty qui est donc directeur du département des Visual Arts, notamment des grants, des bourses. O'Doherty qui a évidemment eu une influence extrêmement importante à cette époque sur les financements de projets d'artistes avec des financements publics qui sont arrêtés au moment où il est parti, au moment on va dire, d'un renfermement des soutiens publics sous l'époque de Reagan. Charles. Quant à la question du bricolage issu des textes de Lévi-Strauss, ça avait eu ces commentaires, et ce que Lévi-Strauss disait à ce sujet-là avait eu un grand impact dans les milieux intellectuels et artistiques, surtout en France, lors de la parution de La Pensée sauvage.
Et là, c'est intéressant parce que si vraiment Gordon l'a lu, c'était en français parce que je crois que ça n'a été traduit que relativement tard en anglais. Je me rappelle en tous les cas que nous qui étions imbibés de Lévi-Strauss, quand je suis allé au début des années 70 à New York, j'étais étonné qu'il soit inconnu dans les milieux intellectuels et artistiques parce qu'il n'était pas encore traduit. Mais comme on voit dans le film, hein, Gordon Matta Clark parle bien français. Il avait étudié à un moment à la Sorbonne. Et c'était une langue avec laquelle in il his aimait bien library, jouer. we have a copy of The Roy and the Coot, which Le cru et le cuit. yeah, which was translated around that time. But I did not find a copy of the Pensée Sauvage, but he is very interested in Lévi-Strauss in interviews, and he mentioned and all that. Do we have time for more? 1 minute. 1 minute. We don't have time because So- the security We is closing everything. Unfortunately, we should. Okay, leave, so maybe we can have a drink and continue Yeah. talking. Thank you very much.